les débats habituels. La présidente. Vous avez commencé à répondre à la deuxième question que je vais vous poser. C'est effectivement ce qu'on fait de l'export. Il y a pour le coup apparemment une vraie divergence entre la FNSEA et puis d'autres syndicats agricoles, où d'autres syndicats agricoles portent la notion d'exception agricole, c'est-à-dire sortir les productions alimentaires comment dire, des règles du marché, enfin, en tout cas de protéger le marché de l'alimentaire, alors que la FNSEA était plus dans, enfin, après j'étais jeune à l'époque, mais surtout au moment de la réforme de la PAC en 92, était plus dans une logique de commercialisation, ce que vous avez, une position que vous venez de rappeler. Est-ce que, c'est vraiment une question sans sous-entendu, hein, mais est-ce que il y a pas quand même quelques effets pervers sur le fait que du coup on a une tendance à une spécialisation de l'agriculture sur des productions qui marchent très bien à l'export, mais qui pénalisent in fine certaines productions. Je pense aux légumes par exemple, qui sont peut-être des productions moins rentables, mais qui sont pour le coup pénalisantes pour la souveraineté alimentaire sur le secteur en l'occurrence des légumes. Alors là, bon, déjà, l'OMC ne fonctionne plus. Étant mort cérébrale. L'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui, il n'y a même plus, il n'y a même plus de réunion, il s'y passe pas grand-chose. Ce sont des accords bilatéraux, ce qui n'est pas l'idéal, mais c'est quand même ce qui se passe majoritairement. Il y a eu et d'ailleurs, ce qui était porté par l'Organisation mondiale du commerce est un petit peu débattu aujourd'hui, puisque c'était beaucoup la loi des avantages comparatifs, en disant il faut produire sur la planète là où c'est le plus intéressant économiquement. Et donc l'Amérique du Sud devient le fournisseur officiel de viande, la Chine devient le fournisseur officiel de jouets, de textiles, c'est d'ailleurs un peu le cas, mais aussi de pommes et autres produits. Et donc les pays qui n'auraient pas tous ces avantages-là doivent dépendre des autres. Ça, c'était problématique. Il y a un élément nouveau qui est insuffisamment intégré dans les accords commerciaux et qui devrait l'être et dont trop peu parlent, mais nous l'avons mis en point important dans nos propositions au COPA, c'est l'accord de Paris en 2015 qui a changé les choses. C'est-à-dire qu'à l'époque où un certain nombre d'accords ont été pensés, notamment celui du Mercosur, enfin entre autres celui du Mercosur, l'accord de Paris n'avait pas été signé sur l'engagement des pays à réduire pour éviter le réchauffement. Ça veut dire aussi que chaque pays doit apporter sa contribution pour lutter contre le réchauffement, parler d'empreinte carbone. Et quand aujourd'hui on parle d'échange de produits sans parler de leur empreinte carbone, c'est pas correct. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on évoque aujourd'hui des clauses miroirs ou des normes de réciprocité. Et c'est un élément qui n'existait pas ni en 92 ni au moment d'un certain nombre d'accords en préparation. Donc intégrer aujourd'hui l'aspect empreinte carbone, l'aspect coût carbone hein, des produits. Alors, il y a certes un texte qui s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais malheureusement, l'Union européenne a refusé d'intégrer l'alimentation. Elle a seulement mis les engrais en disant que c'était trop compliqué à faire. Mais nous voudrions qu'il y ait justement une appréhension carbone et une prise en considération des aspects carbone aux frontières, parce qu'en l'occurrence, l'Europe a quand même réduit de 11% ses émissions de gaz à effet de serre en 8 ans, là où d'autres pays n'ont rien fait du tout, n'ont pas fait de réduction du tout. Donc on revient quand même souvent à ces approches où l'Europe a fait, mais les autres n'ont pas fait. Donc les autres ont de la compétitivité parce qu'ils n'ont pas rempli des exigences qui nous sont imposées à nous. D'où le sentiment pour les agriculteurs d'être dans une souricière en Europe, non délocalisable, et avec des produits qui affluent et qui ne respectent absolument pas les mêmes règles. Donc l'agriculture, comme l'OMC n'existe plus vraiment, on parle d'accords commerciaux avec le Chili, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Japon, etc., pour certains positifs, malheureusement quand même encore, trop souvent, l'agriculture qui est présente dans tous les pays, alors que l'industrie, la chimie, la haute technologie ne le sont pas, reste la monnaie d'échange dans un certain nombre d'accords commerciaux. Et puis sur le dernier point, je crois qu'il ne faut pas oublier quand même l'accord de Blair House qui en son temps a dit les protéines, c'est la chasse gardée des USA. Donc plusieurs gouvernements ont essayé de faire une relance de la protéine. Sous présidence française, il y a eu un plan protéines que la Commission refusait au début, puis qu'elle a finalement accepté. Mais c'est vrai que la production de protéines, à la fois pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale, notamment animale,
parce que nous sommes très importateurs, est extrêmement importante en France. Mais s'il n'y a pas la mise en compétitivité des filières et les soutiens qui permettent de le faire, tant que ça sera plus intéressant de faire autre chose que des protéines, ça sera difficile d'imposer aux agriculteurs de faire des protéines. Et puis, il faut localement les filières de transformation qui vont avec. Par contre, un point, le dernier Conseil des ministres informel sous présidence belge s'est tenu à Limbourg il y a 10 jours. Et c'était justement sur le sujet des protéines et la végétalisation des protéines. Alors, j'ai mis en garde quand même sur une espèce de courant de pensée qui existe aussi à Bruxelles sur haro sur l'élevage, que certains essayent de nous importer dans le dialogue stratégique en disant il faut changer la consommation, il faut absolument manger moins de viande. Les mêmes qui nous disent qu'il faut maintenir les prairies, même si vous avez plus d'animaux, il faut maintenir les prairies, en oubliant totalement tous les avantages associés à l'élevage. Les prairies, le carbone, la biodiversité. Les prairies, ce sont des joyaux de biodiversité. Donc si on raisonne que carbone, les vaches, c'est pas bien. Si on raisonne biodiversité, les vaches, c'est extraordinaire. Donc l'approche en silo doit être bannie et c'est une approche globale qu'il faut avoir. Et ça, c'est très positif pour l'élevage, tout comme est positif le fait de produire du poulet, puisque c'est la viande qui n'a pas d'interdit cultuel, qui est accessible, qui en plus présentée positivement pour la santé. Donc il n'y a que des raisons de produire aussi des protéines animales avec des protéines végétales faites en Europe.